is voor mijn man en mij een grote vreugde u nu zelf de verloving aan te kondigen van onze dochter Beatrix met de heer Klaus van Amsberg. La reine Juliana vient de l'annoncer officiellement. La princesse Béatrix des Pays-Bas et le diplomate allemand Klaus von Amsberg sont fiancés. Et quelques 300 photographes admis dans les jardins du Palais Royal purent prendre les premiers clichés du couple princier. Klaus avait combattu dans les rangs de l'armée allemande, mais les Hollandais ne lui en ont pas tenu rigueur, et lorsque le cortège parcourut les rues de la capitale, la population lui réserva un accueil chaleureux. Le visage rayonnant de leur princesse était la meilleure des recommandations. Rennes n'est plus qu'à 3 heures de Paris. C'est ce qu'a pu vérifier M. Georges Pompidou, qui a inauguré le nouveau tronçon électrifié de la ligne Laval-Rennes. Au cours de ce voyage d'études en Bretagne, d'autres sujets de satisfaction pour cette province de l'Ouest devaient être soulignés, notamment l'aménagement de la Vilaine et de son embouchure, et l'usine de la Société bretonne de fonderie et de mécanique, dont M. Georges Pompidou a posé la première pierre. Au Vietnam, les coups sont de plus en plus violents. Les 7 appareils détruits de la base de Da Nang en sont la preuve. Un commando Viet Cong avait réussi à s'infiltrer dans les défenses extérieures et a tiré 35 obus de mortier sur le bastion numéro 1 des troupes américaines. Cependant, les raids américains sur le Nord-Vietnam continuent, toujours plus proches de Hanoï, et dirigés contre des objectifs qui vont des dépôts de munitions ou d'essence aux voies stratégiques et aux ponts. Les canons des forces gouvernementales restent maintenant rarement silencieux, comme si le régime de l'alerte permanente avait commencé. Face aux multiples offensives lancées par le Viet Cong depuis le début de la mousson, les gouvernementaux sont amenés à engager autour de leur base des contre-attaques éclairs pour dégager un front toujours fuyant. Quelquefois de telles actions se révèlent payantes, quelquefois elles ne le sont pas. Da Nang, en tout cas, demeure une zone très menacée. Les Marines ont dû prendre à plusieurs reprises l'initiative de faire évacuer des villages pour pouvoir pilonner ensuite la région. Le sort de ces malheureuses populations devient de plus en plus pitoyable. « 101 coups de canon ont annoncé à Alger le 3e anniversaire de l'indépendance. Le colonel Boumedienne, qui préside le Conseil de la Révolution, dont 24 membres sur 26 sont des militaires, s'est rendu au cimetière d'El Alia pour un hommage silencieux aux morts de l'indépendance. Peu après, dans un discours radiodiffusé, le colonel Boumedienne devait notamment critiquer la gestion du gouvernement Ben Bella et évoquer la coopération avec la France, appelée, a-t-il dit, à se développer dans un climat de confiance réciproque. C'était la fête au village pour le retour au grand soleil des 7 recluses de la grotte de la Cave. 1 millier d'admirateurs ont accueilli la tendre Jannick Aimé et ses compagnes à la sortie du gouffre après 15 jours passés à l'abri du monde et des soucis. Elles ont fait là une cure de silence, ce qui est héroïque pour des femmes, ainsi qu'une cure d'amaigrissement, mais personne ne s'en est plaint, bien au contraire. Pas un seul instant elles n'ont perdu leur gaieté au cours de leur réclusion volontaire, elles ont même composé une chanson sur leur aventure. Au fond, cette expérience se devait d'être tentée dans la bonne humeur par des Madame Tout-le-Monde et non pas par de sévères spécialistes entraînés comme des cobayes ou des singes savants. On se demande qui pourrait désormais dénier à Michel Jazzy son incontestable suprématie sur tous les autres spécialistes mondiaux du demi-fond. Il a prouvé au cours du fameux 5000 mètres d'Helsinki, la course que pas un seul champion ne voulait manquer, qu'il est actuellement imbattable sur les moyennes distances.
Ce n'est pas l'Australien Clark qui dira le contraire, pas plus que Keino, le noir du Kenya, déjà considéré comme un futur champion olympique. Si le record du monde du 5000 mètres n'était pas au bout de cette course fabuleuse, suivi par 50 000 connaisseurs tassés dans les tribunes, c'est parce que Clark, écœuré par la facilité de Jazzy, baissa les bras en fin de course. C'est un magistral doublé qu'ont réalisé les deux escrimeurs français Jean-Claude Magnan et Daniel Revenu au championnat du monde de fleuret. Les voici d'ailleurs tous les deux face à face au cours de la poule finale. Magnan, le champion, est à gauche. Le champion du monde n'a connu qu'une seule défaite devant le soviétique Shvednikov. Shvednikov, c'est la bête noire de Jean-Claude Magnan. Et oui, Jean-Claude Magnan, même avec le fleuret électrique, on n'est pas sûr de sa touche. Magnan est battu, mais il est champion du monde tout de même. C'est lui qui aligne le plus grand nombre de victoires. C'est une des aventures de notre temps. À l'origine, en 1959, la découverte au milieu des packages et des champs de tulipes de Hollande d'un gisement de gaz naturel que l'on estime aujourd'hui le premier du monde. Et comme les structures géologiques de la Hollande se prolongent sous la mer du Nord, c'est tout naturellement vers elles que se sont tournés les regards de 100 compagnies pétrolières. Une première île a fait son apparition sur les flots. À bord, des pétroliers ont entrepris un premier forage. La ruée vers l'or noir en mer du Nord était commencée. Un peu partout, on a entrepris de mettre sur pied une armada capable de participer à la nouvelle conquête. La France n'est pas restée à l'écart. Une première plateforme de forage en mer était construite près de Rouen, Neptune 1, sorte de triangle de 61 mètres de hauteur et de 51 de base, poids 3000 tonnes. La mise à l'eau de ce mastodonte s'est effectuée selon un processus original, en le faisant basculer alternativement sur des tas de sable amassés par des bulldozers. On est parvenu à le faire déraper jusqu'à la Seine. L'effet de la marée, sensible à cet endroit du fleuve, a fait le reste. Il restait à remorquer l'île flottante jusqu'au Havre, où devaient être aménagées ces superstructures. Et un beau jour, on l'a vu passer sous le pont de Tancarville. Deux réalisations également remarquables se rencontraient un instant. Équipé d'une plateforme pour hélicoptère, capable d'abriter 60 hommes d'équipage, Neptune 1 ne devait pas tarder à prendre le chemin du large et à entrer en action. Autrement dit, enfoncer dans la mer ses 3 piliers à crémaillère pour se fixer solidement sur le fond et soulever sa lourde masse au-dessus des flots. Puis mettre en œuvre son équipement de forage capable d'atteindre 6000 mètres de profondeur. Après des travaux de reconnaissance sur le tracé du futur tunnel sous la Manche, ce sera la grande chasse au pétrole pour le compte du groupe français. Partout, équipes et matériel sont prêts. Désormais, sur leurs îles artificielles, isolées en mer jour et nuit, comme d'autres en plein désert, seulement reliés au monde par un hélicoptère, des hommes sont lancés dans la nouvelle aventure de l'or noir. La mer du Nord répondra-t-elle à ce qu'on attend d'elle? Les îles flottantes sont en place, la minute de vérité n'est plus loin.